L'Italie s'en sort vraiment très bien parce que se qualifier comme ça face à l'Autriche sur un score de 2 buts à 1, c'est pas passé loin. C'est vraiment pas passé loin. Et je pense que les Italiens ont été surpris au tout début de match par l'impact que les Autrichiens ont mis. Et ils ont été surpris de voir que les gars étaient là pour leur rentrer dedans. Évidemment, en fait, football, ça dure 90 minutes. Mais c'est toujours bien d'avoir des intentions au début parce que sinon, ça met l'adversaire dans un certain confort ou bien ça donne à l'adversaire de la confiance. Donc, quand l'Autriche a fait ça, ça a été une manière de dire aux Italiens, attention, on est là aujourd'hui pour jouer. Sauf que ça a duré quoi, 15 minutes. Je pense que vers la 16e, 17e minute, un peu de là du quart d'heure de jeu, l'Italie a commencé à mettre le pied sur le ballon et à assiéger le camp autrichien. Et on a vu qu'en fait, l'Italie, en fait, aujourd'hui, ils sont tombés sur une équipe, ils ont eu du mal, mais c'est pas une équipe qui a fait que bétonner. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que j'apprécie aussi un peu dans ces matchs-là que je vois parce que j'ai vu Danemark aussi qui a joué contre le Pays de Galles. C'est que là, en l'occurrence, l'Autriche est réputée bien plus faible que l'Italie ou bien moins forte, on va dire. Mais jamais je ne les ai sentis dans leur camp en train d'attendre. Ils ont essayé de faire quelque chose avec leurs moyens. Et ça, c'est bien parce que l'Italie, en fait, ça montre quelque chose. L'Italie a battu la Suisse, la Turquie, le Pays de Galles. Ils leur ont mis des scores fleuves et là, aujourd'hui, ils ont eu du mal. Ils ont du mal parce que c'est une équipe qui n'a pas bétonné. Tu vois? Et donc, ça veut dire que c'est pas qu'ils vont avoir du mal contre les grosses défenses. Donc, déjà, ils vont avoir du mal contre les grosses défenses, oui. Mais ça veut dire aussi qu'ils ont eu du mal à produire leur jeu. Leur jeu qu'on a trouvé si beau depuis le début de la compétition. Mais aussi, c'est pour ça que des fois, faut relativiser, faut mettre ça en parallèle avec qui tu as rencontré. Même si gagner, ça te donne de la confiance. OK? Donc, l'Italie est là aujourd'hui. Leur trio d'attaque, que ce soit Immobilier, Insigne ou Berardi, ça n'a pas été folichon. Il n'y a pas eu beaucoup d'animation, etc. Et en fait, la source, je pense, c'est aller chercher au milieu de terrain italien. Et je suis désolé de faire ça, de dire ça, parce que Verratti, tu sais, il faut qu'on en parle. Tu sais, moi, Verratti, tout le monde sait, enfin, depuis 2011, quand il est arrivé, je sais plus, 2012, ça a toujours été mon chouchou jusqu'à ce qu'il fasse son truc avec la photo du Barça. Je l'aime moins, tu vois. Mais c'est quand même un joueur que j'apprécie beaucoup, qui joue pour un club et tout, mais il faut dire que Verratti, il est loin d'apporter ce qu'on pensait qu'il devait apporter à un club. Verratti, moi, je voyais un futur Iniesta, machin. Tu sais, Verratti, moi, je disais qu'il avait un Gattuso et un Pirlo dans un seul joueur. Parce qu'il était hargné à la récupération. Après, à la construction, il était fabuleux. Je sais pas si les gens se souviennent de quel joueur c'était, mais il n'a pas progressé et il a surtout régressé parce que Verratti maintenant, je ne le vois plus aller au contact, récupérer le ballon, avoir cette assurance-là de prendre le ballon, de le sortir proprement, de lancer proprement une passe longue. Il ne fait plus rien de tout ça. Tu as l'impression que c'est juste un autre joueur parmi tant d'autres sur le terrain. Tu as l'impression qu'il est là, mais enfin, il fait ce qu'il faut faire, quoi. Je sais, il est pas mauvais, tu vois, mais il fait juste le minimum. Il prend le ballon, il le repasse, il accélère, il se met dans le petit espace, il vient récupérer des fois haut, il donne. Mais il n'y a pas le sparkle, il n'y a pas l'étincelle. Tu vois, il n'y a rien. Tu vois, il n'y a rien de Verratti que tu voyais à l'époque, tu te disais qu'il allait finir Ballon d'Or un jour. Il n'y a pas ça, il n'y a plus ça, et c'est dommage, quoi. Et ça, c'est en train de donner raison à ses détracteurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui le descendent, mais depuis des années, eux, tu vois, qui disent qu'il n'a pas une bonne hygiène de vie. Peut-être que c'est ça qui le rattrape aujourd'hui et qu'il peut pas faire les efforts. Je sais pas si c'est physique ou bien si c'est vraiment au niveau du talent parce que ce gars, il est pétri de talent. Mais ce qu'il fait, c'est sûr que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que on dit oui, ça parle de rythme, etc. Et je pense pas qu'il ait été dans un rythme plus lent que ses coéquipiers, notamment Jorginho du milieu de terrain. Mais en fait, je pense qu'il faut le mettre un peu plus haut sur le terrain, Verratti, maintenant. Je pense parce que là, si tu le mets, là, tu ne profites pas de sa technique que tu pourrais utiliser dans les 30 derniers mètres adverses. Parce qu'il est trop loin de là. Il est trop loin de là et donc il ne te fait pas de différence. Tu as l'impression t'as l'impression qu'il est là, mais que tu pourrais t'en passer. Alors que Verratti, on sait tous quel joueur énorme. Les matchs qu'il a fait contre le Barça en 2014, ça remonte déjà, tu vois, mais 2015, quand toute l'équipe était en plein naufrage et qu'il n'y a que lui qui sortait. Donc l'Italie, il a manqué ça, cette créativité-là au milieu pour amener le ballon vers les attaquants qui, eux, n'étaient pas dans un grand soir au niveau de la coordination. Immobilier a tenté une frappe sur le poteau, mais il n'y a pas eu, tu sais, les courses croisées, les appels contre appels, je te la passe, je te la donne. Il n'y a pas eu ça.
Spinazzola, dans son couloir gauche, il a beaucoup essayé parce que les Autrichiens, comme j'ai dit, ils n'ont pas bétonné. Et vu qu'ils n'ont pas bétonné, à certains moments, ils étaient très hauts sur le terrain et ça a permis aux flèches italiennes de partir, surtout Spinazzola sur son côté gauche. Le mec, c'est une locomotive. D'ailleurs, là, il met une passe décisive aussi. Donc, l'Italie a eu beaucoup de mal et la VAR, hein, écoute, ok, il y a petit hors-jeu, c'est vrai, il y a hors-jeu. Le but autrichien, Arnautovic, il marque et puis il dit au gars, continue à parler, après siffler hors-jeu, mais ce qui me choque encore une fois, parenthèse, et je vais en parler, j'imagine, jusqu'à la fin des débriefs, tu sais, mais la VAR, quoi. C'est pas le fait que la VAR ait ses décisions, mais c'est que j'ai l'impression que ce sont des footix qui sont dans le camion VAR, et les mecs sont même pas sur place, ils sont en Suisse, à Nyon, quelque part, et puis ils sont dans un truc, ils disent à l'arbitre, attends, on va te dire ce que tu vas faire, mais, mec, mais va passer tes diplômes pour être arbitre. À moi, ce sont des arbitres qu'ils ont pris pour mettre là, je sais pas, mais c'est dingue, quoi. Les gars, pour le moindre truc, hein, on attend 20 ans. Pour le moindre truc, on attend 20 ans avant qu'ils décident. Et puis, au bout d'un moment, des fois, ils savent pas. Et j'ai l'impression que, comme ils savent pas, des fois, ils s'arrangent pour mettre les pointillés un peu avant le truc qui les arrange pour... Parce que l'action où il y a penalty, il y a jamais penalty, tu vois. Mais les Italiens, les Autrichiens réclament penalty parce que le monde moderne, tu touches quelqu'un, il s'écroule au sol, il se prend la tête, machin, oh maman, tu m'as tué. Le mec, il dit qu'il lui a mis un coup de coude. Pour pas avoir à juger le coup de coude, ils se disent, ok, on va chercher un hors-jeu quelque part. Et tu vas trouver, tu vas mettre tes pointillés au niveau du bout du genou du gars ou du bout de l'intestin grêle ou je sais pas. Tu vas trouver un hors-jeu. C'est ça qu'ils font avec la VAR. Donc ça, c'est ma parenthèse VAR. Pour revenir au match, c'est l'Italie. Ils ont eu du mal. Et attention, parce qu'ils vont tomber sur le Portugal ou la Belgique. Bon, pour le Portugal, je m'inquiète moins pour eux s'ils tombent sur le Portugal. Mais après, ils ont un facteur X, c'est bord 7. Mais ils s'en sont bien sortis en prolongation. Début de prolongation, première mi-temps, c'est là qu'ils ont fait la différence, évidemment, avec 2 buts. Avec les rentrants qui sont arrivés, Chiesa, Berardi qui est sorti aussi, ils ont fait rentrer Belotti à la place de Immobile, etc. Donc là, ils ont pu vraiment creuser leur avance. Après, les Autrichiens n'ont pas baissé les bras parce que ils ont marqué en début de seconde période de la prolongation aussi. Mais c'est une alerte pour l'Italie. C'est pour dire, ok, vous avez bien gagné vos matchs, vos 3 matchs, vous avez bien joué, vous avez fait de beaux résultats, mais attention parce que la correction, elle n'est jamais loin. Et si tu vois leur joie sur la victoire contre l'Autriche, tu sais, ils sont en quart de finale, tu as l'impression qu'ils sont en demi ou en finale, les gars, ils sont en train de jubiler et tout. Tu te dis que, aïe, c'est trop tôt, tu vois, pour ce genre de démonstration-là, pour une équipe qui va aller jusqu'au bout. Je pense, tu vois, mais après, voilà, si t'es content, t'as le droit de t'exprimer, il n'y a pas de souci. Mais donc, c'est ça, il faudra suivre cette Italie-là, voir ce qu'elle va faire. Moi, je pense qu'il y a du bon et du moins bon. Et quand Verratti est sorti, l'équipe a été plus haut en deuxième mi-temps, je trouve. Et les gens vont parler de la transition qui est plus ou moins rapide, mais je pense qu'aussi ça vient avec les jours si tu tricotes pas. Mais j'ai pas trouvé Verratti particulièrement mauvais, hein, mais encore une fois, le constat il est là, c'est que il apporte rien d'extraordinaire. Malheureusement, il apporte rien d'extraordinaire. Et dans ce registre-là, tu peux mettre un autre joueur qui va aller peut-être plus vite devant. Tu sais, qui va aller courir plus vite, couvrir plus de terrain, avoir un plus gros volume de jeu. Donc malheureusement pour lui, je sais pas si Mancini va le mettre au prochain match, mais en tout cas, ce sera à suivre. Donc, c'était ça pour cette journée avec, bien sûr, l'écrasante victoire du Danemark face au Pays de Galles. 4-0 avec Braithwaite. Le mec, je me souviens de Braithwaite quand il jouait à Toulouse à l'époque où j'habitais encore en France, tu sais, avec sa grosse touche de sa grosse touffe de cheveux et tout. Et le mec, aujourd'hui, il est titulaire au Danemark. La vie, ça va vite. La vie, ça va vite. Le mec, il joue au Barça, il joue en équipe nationale, alors que Braithwaite, tu le regardais et tu disais, oh, c'est pas grave, tu vois, laisse-le aller au but. Mais maintenant, voilà, quoi, le mec, il marque et puis il fait un bon match. Et Kasper Dolberg aussi, il réalise un doublé. Maintenant, j'imagine son prix est monté de 40 millions d'euros vu que c'est le marché actuel. Dès que tu marques un but, tu es Messi et puis voilà. Donc, c'est ça pour ce débrief de cette journée-là. Je vous dis à très bientôt. Je sais qu'il y a d'autres gros matchs qui viennent. Portugal, il va y avoir la Belgique, il va y avoir l'Espagne, la Croatie, il va y avoir tous ces gros matchs-là, l'Allemagne. Évidemment, la France, tout le monde attend que je fasse les débriefs de matchs de la France. Ben, une chaîne francophone, c'est normal. Donc, je vous dis à bientôt sur 11 pour tous et abonnez-vous. Ciao!